Monsieur le président du jury, Madame et Messieurs les membres du jury, chers collègues, chers amis et familles. Avant de me présenter, je voudrais préciser que même si le support de cette présentation est écrit en anglais, le discours se fera en langue française. Je m'appelle Sébastien Renaud Fernandez, je suis ingénieur mécatronique double diplômé de l'École nationale supérieure d'arts et métiers et de la Scuola Ingegneria de Antioquia en Colombie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux réalisés pendant ma thèse intitulée Amélioration de la précision des cellules robotisées pour l'assemblage des grands ensembles en aéronautique. Cette thèse a été dirigée par M. Olivier Givaru et co-encadrée par M. Adel Olabi. Cette thèse est le résultat d'un partenariat entre les laboratoires LISPEN de l'ensemble de Lille et KUKA System Aerospace dans le cadre d'une thèse CIFRE. Au sein de KUKA, cette thèse devait répondre à une problématique de précision d'assemblage dans le cadre du projet Approche, financé par le Conseil pour la recherche aéronautique civile, CORAC. Un partenariat entre l'AR et KUKA est établi en ayant comme objectif de trouver des méthodes et stratégies pour la pose et fixation des pièces d'interface avion nécessitant une précision d'interchangeabilité de l'ordre de plus ou moins 1/10 de millimètre. Précision nécessaire pour garantir l'interchangeabilité de ces pièces entre avions. La pièce en question dans cette étude est la trappe du train principal d'atterrissage d'un Airbus A350. Cette pièce mesure environ 4 mètres en largeur et un peu plus de 2 mètres en hauteur, sans compter la partie supérieure la plus courbée. Elle se compose principalement d'une peau monolithique fabriquée par des peaux robotisées de fibres de carbone, à laquelle sont ajoutées des autres pièces métalliques ou en carbone pour des propos de rigidification, des structurelles comme sa rigidification, ou fonctionnelles comme l'axe du pivot. Les pièces qui créent cet axe sont appelées les cols, et ce sont elles que nous avions comme objectif d'assembler avec une précision de 1/10 de millimètre en les alignant entre elles. Le processus d'assemblage consiste donc à installer en premier l'école 2, qui est la pièce la plus grande de toutes, avec plus de 2 mètres de hauteur. Ensuite, l'école 1 est positionnée, puis l'école 3, et ces deux derniers sont plus petites et quasiment symétriques, avec une longueur et une largeur d'environ 18 cm. La position de ces pièces est définie à partir d'un set de tolérances géométriques établies au bord externe de la trappe. Ces tolérances sont déterminées par rapport à un référentiel positionné au milieu de la rotule du col 2. Ainsi, pour connaître la position de ces pièces à assembler, il faut connaître aussi la position et orientation du contour de la trappe par rapport à la cellule d'assemblage. Les valeurs des tolérances ici ne sont pas affichées pour des raisons de confidentialité. La cellule d'assemblage robotisée proposée devait répondre à deux types d'enjeux. D'un côté, la réduction de la pénibilité de la tâche pour les opérateurs, et de l'autre côté, l'augmentation de la productivité et compétitivité du processus d'assemblage. Pour cela, il était attendu une réduction du temps de cycle, du coût et du temps de production des outillages spécialisés, et de l'empreinte au sol dans l'atelier. Il fallait aussi rendre la cellule plus adaptable, plus facilement adaptable à n'importe quel changement dans le design de la pièce ou du processus. Dans ce contexte, une cellule robotisée composée de deux robots était proposée. Un robot du côté intérieur pour le positionnement des pièces et un robot du côté extérieur pour les tâches de perçage et pose de fixation. En utilisant ces robots, les grilles de perçage manuelles ne sont plus nécessaires, ainsi que ni les complexes et coûteux outillages conçus spécialement pour l'alignement des pièces. Et aussi, surtout que cette cellule pourrait réaliser la plupart de l'assemblage des pièces conformant cette trappe ou des autres pièces d'avion. Afin d'identifier et de minimiser les sources d'erreurs pouvant affecter la précision de l'assemblage que nous traitons ici, cette procédure a été divisée en plusieurs étapes. Initialement, après avoir positionné la trappe au poste, il est nécessaire d'identifier la position et orientation du contour de la trappe par rapport à un repère fixe et connu dans la cellule. La précision d'identification de ce contour est très importante car elle déterminera la position désirée d'assemblage du col 2. Donc, afin de garantir les meilleures des identifications possibles, nous avons proposé un système de mesure basé sur des outils industriels capables de garantir une précision de l'ordre de 15 centièmes de millimètre à partir des méthodes stratégiques qui vont être présentées par la suite. Après que la position de la pièce portée par le robot est garantie en utilisant un outil conçu chez KUKA System et mis au point aussi là-bas. Ensuite, avant de pouvoir mettre
un contact de colle avec la trappe, il faut déposer une fine couche de mastic sur les surfaces du col qui vont être en contact avec la peau de la trappe. Nous verrons par la suite que le mastic jouera un rôle très important lors de l'étape suivante. Dans cette vidéo, les deux dernières étapes du contact, de l'assemblage, sont représentées. Initialement, nous voyons comment le robot interne positionne le col d'eau avant de le mettre en contact, et pendant la mise en contact, il doit garder la position identifiée à partir du contour de la trappe. Et une fois que les conditions de contact sont garanties, le robot externe démarre les procédures d'assemblage. Pendant cette étape, le robot externe génère des perturbations sur la position du robot interne qui doit les rejeter pour garantir la position validée au moment de la mise en contact de toutes les surfaces avec la peau. Dans ce contexte, la problématique de la précision des positionnements des robots ainsi que les contrôles des efforts lors de la mise en contact seront aussi abordés dans ces travaux. Donc cette présentation sera alors divisée en trois axes d'études principales. Initialement, la thématique de l'amélioration de la précision absolue des robots sera abordée. Ensuite, je vais parler de l'identification de la position des pièces de grande dimension dans des cellules robotisées. Puis, je vais traiter le sujet du contrôle en automatique de l'interaction des pièces de grande dimension lors de leur assemblage. Enfin, je vous présenterai les conclusions de mes travaux ainsi que ces perspectives. En commençant avec l'amélioration de la précision absolue des robots, je me permets de faire un petit rappel par rapport à la terminologie que j'utiliserai par la suite, notamment concernant le terme précision et répétabilité. Comme il est démontré dans cet exemple, on parle de répétabilité lorsque les résultats des essais se trouvent tous presque regroupés au même endroit. Et on parle de précision quand ces essais se trouvent regroupés sur la cible désirée. Cet exemple, c'est le cas de la plupart des robots industriels qui sont très répétables, de l'ordre de 6 à 8 centièmes de millimètre, mais qui sont par contre pas très précis, dont l'ordre de grandeur est 10 fois la répétabilité. Tout l'objectif de cette thèse, d'amener la précision de ce robot au-dessous des 1 dixième de millimètre. Comme il a été aussi démontré dans des travaux précédents de l'équipe, dans les sources d'erreurs les plus importantes affectant la précision absolue du robot, on trouve les offsets des axes, les paramètres du modèle géométrique du robot, les souplesses des articulations et des bras, et des défauts de transmission ou des effets thermiques. Donc, dans des méthodes existantes dans la littérature pour corriger la précision absolue des robots, il se trouve les méthodes basées sur des modèles et celles basées sur des capteurs. Celles basées sur des modèles cherchent à calibrer les paramètres du modèle du robot utilisé dans la commande à partir de méthodes d'identification. Et les méthodes basées sur des capteurs cherchent à mesurer les écarts entre la position commandée au robot et sa position actuelle, avec l'objectif de la corriger en ligne. Plusieurs auteurs donc ont comparé les erreurs de position obtenues en utilisant chaque méthode. Par exemple, Shi et ses collaborateurs ont montré que par rapport aux erreurs obtenues à partir d'une calibration ou d'une correction hors ligne, représentée par les points verts, la correction en ligne ou en utilisant des capteurs donne des résultats plus performants. Ainsi, Garati et son équipe ont démontré en 2018 que même si les erreurs après calibration de leur robot étaient très réduites, ils pouvaient garantir encore une précision meilleure au-dessous des 5 centièmes de millimètre quand ils faisaient un contrôle en temps réel de la position et orientation de leur effecteur. D'autres travaux pour l'industrie aéronautique, comme dans les détourages robotisés ou la pose de pièces, ont aussi démontré les autres performances de la correction en ligne, plus spécifiquement en utilisant des laser trackers. Dans les capteurs utilisés pour la correction en ligne, on trouve deux familles, en grand, des doubles encodeurs positionnés à la sortie des systèmes de transmission et des capteurs de métrologie à grande dimension. Initialement, nous avons mesuré la répétabilité et la précision d'un robot KUKA en utilisant des doubles encodeurs, mais les résultats ne répondaient pas à l'objectif initial de précision de 1 dixième de millimètre. De même, nous avons fait une analyse des technologies de mesure de haute précision à grand volume de mesure, et ce qui a conclu que les laser trackers étaient la meilleure des options grâce à son faible incertitude de mesure et à son grand volume de travail. Dans ce contexte, nous avons développé un contrôle de la pose d'un robot KUKA KR210 en utilisant un laser tracker Leica. L'objectif de ce contrôle était d'identifier les limites de correction d'un robot à forte charge, portant presque sa charge maximale. L'outil porté par le robot lors des essais, c'est l'outil multifonction de KUKA System Aerospace,
qui pèse environ 190 kg et permet de réaliser diverses tâches d'assemblage comme du perçage, la pose de fixation temporaire et définitive, l'accostage, inspection, etc. Pendant ces essais, il s'était équipé d'un réflecteur laser et d'un dispositif appelé le TIMAC. Ceux-ci ont servi les TCP lors des essais et la particularité de ce dispositif TIMAC est sa capacité de donner la position et orientation de l'outil auquel il est attaché. Je rappelle qu'un TCP est le référentiel positionné la plupart des cas sur l'outil du robot, que le robot cherche à positionner et orienter dans l'espace. 3 différents tests ont été réalisés en utilisant cette architecture. Un premier en corrigeant uniquement la position du robot, un deuxième en corrigeant la position et l'orientation, et le troisième où la position du robot était corrigée dans un plan pendant qu'il appliquait un effort normal sur ce plan. En analysant les erreurs obtenues après 10 itérations de la correction, il peut être aperçu que lorsque le robot bouge dans l'espace sans contrainte, la précision maximale ou l'erreur maximale attente est inférieure à la répétabilité du robot. En revanche, quand il est contraint par des tâches impliquant des contacts, cette précision peut se voir affectée. Lorsque du coup cette correction des robots à forte charge en utilisant un laser tracker a été validée, au-dessous d'un dixième de millimètre, un contrôle en temps réel a été mis en œuvre. Cette architecture s'est caractérisée par être entièrement codée dans l'interface de KUKA appelée RSI, pour Robot Sensor Interface, et cette interface permet du coup la réception des données, la réalisation des calculs et l'actualisation de la commande du robot toutes les 4 millisecondes. Un ordinateur externe a été utilisé uniquement comme passerelle entre les mesures provenant du laser tracker et l'interface de commande RSI. L'intégration de ces mesures en temps réel sur l'interface RSI provenant du laser tracker a été une des contributions techniques au projet. De même, à différence du contrôle précédent, la mesure de la position et orientation de l'outil, du TCP, ne s'effectue pas sur le TCP en lui-même, mais ailleurs. D'où l'importance donc de corriger l'orientation de cet outil pour garantir la meilleure des précisions de positionnement du TCP. Les tests réalisés avec ces contrôleurs cherchent à solliciter l'architecture de contrôle dans les mêmes conditions que pendant la procédure d'assemblage du col 2 avec la trappe. Cette vidéo correspond au contrôle des coordonnées statiques demandées au robot lors de l'approche avant la mise en contact. Et les courbes présentées ici correspondent à l'évolution de l'erreur de position et orientation de notre TCP dans l'espace. Il faut remarquer que chaque axe de ce TCP, l'erreur, il converge de façon stable autour d'une seconde et demie. Et dans cette deuxième vidéo, vous allez pouvoir observer le maintien en position du col 2 réalisé par le robot interne pendant que le perçage et assemblage du robot externe se passaient. Les pics que vous allez pouvoir observer dans cette vidéo correspondent à la perturbation de la position du robot interne lorsque le robot externe accoste ou désaccoste sur la trappe. Là, il va commencer le accostage, positionné accosté, et la perturbation est générée. Il faut s'apercevoir aussi que cette perturbation est rejetée en environ 2 secondes et que la position du col 2 est garantie au-dessous de 3 centièmes de millimètre. Après avoir validé cette correction de la position absolue des robots à forte charge, je vais aborder l'identification des pièces de grandes dimensions dans des cellules robotisées. Pour identifier la position des pièces dans une cellule possédant déjà des robots, dans la littérature ainsi que dans l'industrie, la tendance est d'utiliser des capteurs de vision au bout du robot, surtout pour l'identification des pièces de grandes dimensions. Les capteurs de vision industriels utilisés pour la mesure dimensionnelle se peuvent diviser dans 2 grandes familles, ceux mesurant des surfaces, ou 3D scanning, et ceux mesurant des profils, ou 2D scanning. Ceux mesurant des surfaces sont normalement plus grands, plus encombrants, plus coûteux et un tout petit peu moins précis que les profidomètres laser. Donc ce n'est pas étonnant que plusieurs auteurs choisissent cette architecture pour la plupart de ces travaux. Donc pour trouver la position d'un objet C dans l'espace en utilisant les mesures provenant du profidomètre, ces mesures, il faut qu'ils soient projetés dans un repère fixe dans la cellule. La plupart des auteurs utilisent le repère de la base du robot
comme repère de projection en utilisant la chaîne cinématique du robot, puis la transformation entre la bride du robot et le référentiel du capteur. Par contre, connaissant l'influence de la précision absolue du robot lors de cette projection, les sauteurs comme Jin et Ju utilisent les mesures provenant du capteur vision, pour calibrer le modèle du robot utilisé pendant la projection et ainsi obtenir des erreurs de l'ordre de 4 dixièmes de millimètre. En revanche, quand des précisions plus importantes sont exigées, les auteurs proposent d'utiliser des moyens de suivi externes, même si cette stratégie nécessite d'un investissement monétaire plus important. Dans ce contexte, nous avons proposé un système intégrant un laser tracker Leica couplé d'un TIMAC. Donc, pour identifier la position d'un objet C dans l'espace, nous allons projeter les mesures du profilomètre sur le repère fixe du laser tracker, en utilisant la position et l'orientation du TIMAC, puis la transformation entre le TIMAC et le profilomètre. Pour identifier cette transformation, laquelle on va appeler les TCP des mesures, nous nous sommes basés sur les méthodes proposées par Lee et Jin, qui utilisent une sphère comme élément de calibration. L'identification des TCP immatériels comme ceux d'un profilomètre nécessite un élément un élément de référence connu et précis. Une sphère, donc, a la particularité que les coordonnées de son centre peuvent être facilement identifiées en utilisant une mesure du profilomètre et en connaissant les rayons de la sphère. Car les coordonnées X et Z du centre sont trouvées à partir du centre du cercle mesuré avec le profilomètre et la coordonnée Y en utilisant le rayon de ce cercle et le rayon de la sphère. L'identification de ces TCP se divise souvent en deux étapes, les calculs de l'orientation, puis celle de la position ou translation. Pour les calculs de l'orientation, Jin et son équipe évoquent les principes suivants. Si on prend deux mesures avec les profilomètres et on les projette sur les mêmes référentiels fixes, ces deux projections seront identiques vu que les sphères ne bougent pas. Et donc, en analysant l'équation des projections, nous pouvons remarquer que les seules composantes qui ne changent pas entre les deux mesures sont l'orientation du TCP, puis sa position. Et en faisant l'hypothèse de que l'orientation de l'outil ne change pas entre les deux positions des mesures, on peut trouver cette équation à partir de l'égalité initiale. Dans cette équation, on trouve l'orientation du TCP, le déplacement relatif entre deux mesures du profilomètre, l'orientation considérée comme constante de l'outil et le déplacement relatif de l'outil dans l'espace entre les deux mesures. Donc, en faisant une analyse des sensibilités des sources d'erreurs pouvant affecter cette équation, on trouve que quand on utilise la position et l'orientation du robot, cette orientation qui est considérée comme constante et le déplacement relatif de l'outil se voit directement impactée par la précision absolue du robot, précision qui est améliorée en utilisant les moyens de suivi externes. Enfin, en utilisant plusieurs paires de mesures, nous pouvons construire les matrices M et N de façon à créer un système surdéterminé, un système d'équations surdéterminées qui peuvent être résolus en utilisant une décomposition en valeurs singulières. En plus de l'utilisation de ces moyens de suivi externe, nous avons proposé deux stratégies pour améliorer la précision du calcul de ces TCP, en utilisant donc des méthodes existantes dans la littérature, notamment pour les calculs de l'orientation. La première consiste à définir une trajectoire aléatoire pour la mesure des profils dans la sphère. De cette façon, les vecteurs de la matrice M seront tous linéairement indépendants, permettant un calcul de l'orientation du TCP plus robuste. La deuxième stratégie consiste à utiliser l'orientation du TIMAC pour corriger l'orientation de l'outil du robot et ainsi garantir au mieux l'hypothèse de l'orientation qui reste constante entre les deux mesures. Maintenant, pour l'identification de la position du TCP, Lee et son équipe expriment cette position comme la somme des deux vecteurs, un vecteur théorique qui peut être calculé à partir de la CO de la pièce, et un vecteur delta. En remplaçant cette expression dans l'équation des projections et en utilisant la rotation calculée auparavant, nous pouvons calculer le vecteur delta qui minimise la différence entre la position mesurée précisément au laser tracker, par le palpage manuel par exemple, et la position trouvée par la projection de la mesure du profilomètre.
Maintenant, pour quantifier la précision d'identification de ces TCP, en utilisant les stratégies proposées, nous avons identifié 3, en utilisant à chaque fois une orientation de l'outil différent. Ensuite, pour valider ces TCP identifiés et aussi quantifier la précision d'identification de notre moyen de mesure, nous avons scanné les sphères sur 2 positions différentes, afin de démontrer aussi la robustesse de la mesure par rapport aux configurations du robot. Ceci, après ces mesures réalisées sur les 2 positions, sont projetées en utilisant les TCP identifiés ici, pour trouver la position ou reconstruire la position du centre de la sphère et son rayon, qui vont être comparés ensuite au centre et au rayon de la sphère mesuré précisément par palpage manuel avec les laser tracker. Et de cette façon, on peut calculer donc l'erreur d'identification. Tous les tests ici énoncés ont été réalisés avec et sans moyen de suivi pour comparer la précision atteinte avec chaque méthode. En comparant donc les TCP identifiés sans utiliser les moyens de suivi, l'erreur de position moyenne entre eux, les positions du TCP, est de l'ordre de 1,5 mm, tandis que ceux identifiés avec les moyens de suivi externes présentent une erreur moyenne entre eux de 15 centièmes de millimètre, donc 10 fois plus petit. Tandis que lorsque nous avons... Maintenant, on va se concentrer sur la reconstruction de ces sphères. Et si on regarde les erreurs obtenues sans moyen de suivi, les écarts entre la reconstruction faite en utilisant chaque TCP différent est de l'ordre de 1,5 mm, voire 2 mm. Et si on compare les écarts entre les erreurs obtenues pour les 2 positions différentes de la sphère, ils sont de l'ordre de 2 à 3 mm. Tandis que lorsque nous comparons le résultat obtenu avec ces moyens de tracking, nous pouvons voir que l'erreur entre ces reconstructions reste, l'erreur en total reste de l'ordre de 15 centièmes de millimètre, et que cet écart-là ne varie pas ni entre les TCP utilisés, ni entre les positions mesurées de la sphère. Ceci permet donc de pointer sur les 2 avantages de la méthode, qu'il suffit d'adopter une seule orientation du robot pendant la phase d'identification, et que la précision de la reconstruction reste robuste dans tout le volume de mesure du système. Ces résultats ont été valorisés lors de la publication d'un article dans la conférence internationale IAEAC qui a eu lieu en Chine en 2018. Maintenant, afin de valider la généralisation de la méthode d'identification sur des robots à forte charge, cette méthode a été testée en utilisant un KR210 et un KR480. Ces 2 robots possèdent des caractéristiques différentes. Donc, le KR210 est plus répétable que le 480. Par contre, sa structure est moins rigide. Et en comparant les résultats obtenus après une correction de l'orientation utilisant le laser tracker, nous pouvons observer que le KR210 a une capacité à se corriger plus importante que celle du KR480. Et le KR480 une capacité supérieure à celle du LVRIBA. Donc, les résultats de ces tests vont montrer les caractéristiques de chaque robot. Et donc, si on analyse les résultats du KR480, la reconstruction faite avec ces robots, il est meilleur. Donc, on montre une amélioration conséquente par rapport à ceux obtenus avec les LVRIBA. Et dans ces cas, les erreurs obtenues sont de l'ordre ou inférieures à 8 centièmes de millimètre, peu importe le TCP identifié ou la position de la sphère mesurée. Donc, ceci démontre bien la capacité du robot à être corrigé en orientation sur la précision de la reconstruction des objets. Maintenant, les tests réalisés avec les KR210 cherchent à mettre en évidence l'effet de la rigidité du robot lors de la prise de mesure, ainsi que l'incidence de la lumière par rapport à l'orientation du profilomètre. Dans ce contexte, 4 positions de la sphère ont été utilisées, d'où donc une pour la phase d'identification de ces TCP et 3 autres pour la validation. Les positions de validation ont été choisies de façon à éloigner de plus en plus l'outil de mesure de la base du robot, de façon à solliciter le robot dans des conditions de plus faible rigidité de sa structure. De même, des 3 orientations utilisées pendant la phase d'identification, l'orientation numéro 1 a été définie de façon à que le faisceau du laser du profilomètre se trouve entre le champ de la lumière et les champs de vision de la caméra.
Les résultats montrent bien donc les effets de ces deux facteurs. Donc, initialement, si on compare les erreurs obtenues par position mesurée de l'esphère, nous pouvons nous apercevoir que plus on s'éloigne de la base du robot, plus l'erreur augmente. Ceci sera attribué à la diminution de la stabilité au bout du robot quand celui étend sa structure. De même, en analysant les erreurs obtenues en utilisant chaque TCP différent, nous pouvons apprécier des valeurs moins précises pour les TCP utilisant les orientations 2 et 3. Ceci nous montre donc l'effet de l'incidence de la lumière par rapport à l'orientation du profilomètre. En revanche, il est remarquable que la précision, la meilleure précision, que la précision en total était de l'ordre ou inférieure à 15 centièmes de millimètre, et que la meilleure des précisions obtenues, ici, a été obtenue en utilisant le robot le plus répétable, dans les meilleures conditions mécaniques de stabilité et de luminosité. Maintenant, je vais aborder le sujet du contrôle en automatique des contacts entre des pièces de grande dimension. Après avoir validé donc, la capacité de pouvoir corriger la position du robot au-dessous de 1 dixième de millimètre et d'identifier la position des pièces avec une précision au-dessous de 15 centièmes, il existe encore des incertitudes de positionnement qui empêchent l'assemblage du col 2 en contrôlant uniquement sa position. Dans ces contextes, pour une même trajectoire du robot lors de l'approche vers les contacts vers la trappe, deux scénarios de contact peuvent se reproduire. Soit le col touche en premier la trappe avec la partie inférieure, soit il le fait avec la partie supérieure. Et la particularité de ces pièces de grande dimension, c'est que leurs propriétés mécaniques sont difficilement homogènes sur toute la pièce. Donc, dans les cas où le col 2 touche la peau avec la partie inférieure, les contacts seraient très rigides, tandis que quand il le fait avec la partie supérieure, ces contacts est beaucoup plus souple. En outre, l'assemblage des grandes pièces implique souvent avoir plusieurs surfaces en contact. Et en particulier, dans la mise en contact du col 2 avec la trappe, les efforts de contact doivent être répartis de façon homogène en garantissant un effort normal sur chaque surface de 80 newtons. De même, les efforts appliqués doivent être contrôlés pour ne pas dépasser les limites imposées par les constructeurs. Dans ces contextes, une étude bibliographique a été réalisée cherchant des stratégies de contrôle qui garantissent plusieurs contacts de type surface-surface en évitant le déplacement des efforts. Cependant, les travaux présentés dans la littérature ne garantissaient pas toutes les exigences en même temps. Par exemple, Canseri et son équipe ont proposé une stratégie inspirée du comportement humain pour garantir un contact de type surface-surface. Cependant, le problème de plusieurs surfaces en contact n'a pas été adressé. Et les forces de contact, surtout, n'étaient pas contrôlées. En revanche, Robeda et ses collaborateurs ont proposé une stratégie pour l'assemblage des petites pièces tout en garantissant le non-dépassement des efforts limites. En revanche, les contacts de type surface-surface n'ont pas été adressés dans leurs travaux. D'autre part, Park et son équipe proposent une architecture de contrôle pour la commande de plusieurs points de contact simultanément. Par contre, seuls les types de contacts points surface ont été adressés. Et encore, aucun de ces travaux cités adresse la problématique des contacts des grandes pièces, des contacts des pièces de grande dimension. La stratégie classiquement utilisée pour le contrôle des efforts appliqués par un robot industriel qui peut être commandé uniquement en position, c'est le contrôle en admittance. Celle-ci mappe l'effort au déplacement du robot à travers des sets de paramètres d'inertie, d'amortissement et de raideur. Donc, par contre, un seul jeu de paramètres est défini sur chaque axe du TCP. Donc, pour des applications comme celle montrée dans cette vidéo, où les contrôles des efforts se réalisent sur une pièce rigide, cette architecture de contrôle est bien adaptée. Par contre, quand il faut contrôler les efforts appliqués sur des grandes pièces à forme complexe et de propriétés mécaniques non homogènes, cette stratégie n'est pas optimale. Donc, une nouvelle stratégie de contrôle en admittance a été proposée, laquelle on a nommée Multi-Surface Admittance Control, et laquelle je vais appeler MSAC pendant le reste de la présentation. Avec cette stratégie, nous pourrons définir un comportement dynamique de contact différent sur chaque surface désirée de la pièce. En analysant l'architecture des contrôles sur chaque surface, initialement, nous devons calculer l'erreur de la force à corriger. Et donc, dans ces cas, nous devons projeter
les mesures des efforts sur les repères de la surface pour la soustraire ensuite à la force désirée ressentie sur cette surface. Ensuite, en utilisant un jeu de paramètres définis sur chaque axe du référentiel de la surface, les vitesses de déplacement relatives de la pièce par rapport à ce repère sont calculées. Puis, nous choisissons les degrés de liberté à commander par rapport au repère de la surface à partir d'une matrice diagonale composée de 0 et 1. Après, ce résultat est projeté sur le TCP du robot, puis intégré numériquement pour ainsi obtenir le déplacement du robot correspondant au contrôle des efforts ressentis sur cette surface. Donc, les architectures de contrôle de chaque surface sont calculées en parallèle et donc les déplacements calculés sur chaque contrôleur sont sommés pour trouver la position à commander au TCP du robot. La boucle de commande est ensuite fermée en utilisant les efforts provenant du capteur d'effort et auxquels sont soustraits les efforts dus à la gravité. Maintenant, pour illustrer le fonctionnement d'un sac, prenons deux surfaces ici qui vont être contrôlées avec une consigne de 0 couple de cet axe, de l'axe X de chaque surface. Et cet objectif est de démontrer qu'il est possible de paramétrer des comportements dynamiques différents sur chaque contrôleur. Nous allons modifier l'amortissement, l'inertie et la raideur vont rester constantes. Par contre, on va changer la raideur sur les deux contrôleurs et la vidéo va nous montrer les comportements différents du robot selon le contrôleur qui va être sollicité le plus en torque. Là, la réponse est moins amortie et là, la réponse plus amortie et ainsi de suite. Maintenant, afin de définir l'architecture MSAC pour la procédure de mise en contact du col avec la trappe, nous devons considérer une propriété garantie par les constructeurs de ces pièces. Cette propriété assure que la courbure du col 2 et celle de la trappe correspondent parfaitement entre elles. Donc, si nous garantissons que les surfaces aux extrémités du col sont en contact, le reste du col le sera. Donc, dans ces contextes, nous développons un MSAC composé de deux contrôleurs positionnés sur chaque surface aux extrémités. Ces contrôleurs vont commander les couples autour des axes X et Y de chaque surface. Et afin d'éviter le dépassement des forces, nous utilisons un set de paramètres qui varie linéairement avec la diminution de l'erreur des couples. Cette vidéo montre la réponse du système réel lors du premier scénario de contact en utilisant cet MSAC. Au début, le robot s'approche de la trappe jusqu'à détecter le contact. Là, le contact est passé et du coup, le MSAC est activé. Les erreurs montrées ici dans ces courbes sont les erreurs en couple sur chacune des deux surfaces. Cette deuxième vidéo montre la réponse dans le deuxième scénario de contact, quand il se passe le premier contact avec la partie supérieure de la pièce. Ces déplacements avant le contact sont tellement à vitesse réduite qu'ils sont difficilement à voir à cette distance de la pièce. Mais par contre, nous pouvons nous apercevoir que la réponse du système reste stable sur les deux scénarios de contact et qu'ils convergent les deux autour de 20 secondes. Pour montrer donc les avantages de l'utilisation de ces paramètres variables dans les contrôles MSAC, nous avons réalisé différents tests en utilisant des paramètres constants. Par exemple, pour un jeu de paramètres P1, nous avons eu une réponse qui restait instable au moment que la pièce touchait avec sa partie inférieure. Donc ensuite, en utilisant un jeu de paramètres P2 plus raide et plus amorti, nous obtenons une convergence des deux courbes, une convergence sous la consigne. Par contre, on trouve des dépassements de la couple consigne. Enfin, en utilisant les stratégies des paramètres variables, nous obtenons une réponse qui va converger plus vite, autour de 20 secondes au lieu de 30, et que il va respecter les dépassements des consignes définies. Ceci est possible grâce à la diminution du mouvement et de la vitesse du robot lorsqu'on s'approche de la limite ou de l'erreur 0. Cette nouvelle stratégie MSAC ainsi que son application dans cette procédure industrielle ont fait l'objet d'une contribution sous forme d'un article dans la conférence International Conference on Advanced Robotics qui a eu lieu au Brésil l'année dernière. Maintenant, afin de vérifier la répétabilité et la validité du contact final en utilisant cette méthode MSAC, une campagne d'expérience a été réalisée pour chaque scénario de contact dans laquelle 3 orientations initiales du col ont été choisies
pour la mise en contact initiale. Donc, les résultats, en comparant les forces résultantes après chaque essai, nous remarquons que même si les résultantes sont assez répétables entre les orientations, entre la même orientation utilisée au début, elles ne correspondent pas à la force désirée quand la pièce applique un effort normal sur chaque surface. En revanche, en prenant en compte la friction parallèle à chaque surface lors du calcul de la force théorique, ces forces théoriques et les forces trouvées expérimentalement matchent de façon très fidèle. D'autre part, quand la mise en contact s'effectue en utilisant du mastic sur les surfaces du col, les résultantes expérimentales montrent une correspondance assez fidèle par rapport à la force désirée initialement, qui est normale à chaque surface. Donc, il peut être conclu que grâce au mastic, les efforts de friction sont dissipés pendant cette mise en contact. Maintenant, sachant que le réglage des paramètres fait de cet EMSAC a été fait expérimentalement et que pour valider la reproductibilité de la méthode, il fallait démontrer une stratégie de réglage analytique des paramètres, il était nécessaire de créer un modèle de contact permettant de tester cette stratégie sans avoir besoin ou la disponibilité sur la machine réelle. Ceci consistait à recréer à partir de la position de la pièce les efforts ressentis au niveau du capteur d'effort. Pour cela, en se basant sur les modèles de contact utilisés dans la littérature, les modèles proposés consistaient à positionner des resseurs entre les surfaces du col et la trappe. Maintenant, à partir d'un déplacement relatif de cette pièce par rapport à une position d'équilibre, on peut calculer la déformation de chaque ressort et en utilisant sa raideur, pouvons calculer la force appliquée sur chaque surface. Et ensuite, chaque force peut être projetée sur le repère du capteur d'effort pour trouver l'effort sur la pièce en total. Les ressorts sont placés de façon perpendiculaire au centre de chaque surface, de façon à que les forces de friction ne soient pas prises en compte lors du calcul, ce qui est le cas dans la mise en contact en utilisant du mastic. Ce modèle a été développé en utilisant du MATLAB Simulink. Maintenant, afin de calculer les forces appliquées sur chaque surface, nous avons utilisé une matrice diagonale KE, composée dans sa diagonale de la raideur de chacun des ressorts. Ces raideurs ont été identifiées expérimentalement en appliquant un effort normal au centre de chaque surface et en mesurant la distance parcourue. En revanche, cette matrice diagonale ne prend pas en considération la déformation du col au moment du contact qui pourrait affecter la raideur sur les autres ressorts. Donc, pour compenser ce phénomène, nous avons proposé de multiplier cette matrice diagonale KE par une autre matrice diagonale dont ces coefficients vont adapter la raideur de chacun des ressorts à chaque étape du contact de la pièce. Ces coefficients ont été donc définis en utilisant des analyses d'éléments finis de chaque étape du contact. Maintenant, pour valider la pertinence de ce modèle, nous avons simulé les deux scénarios de contact en utilisant les mêmes paramètres du contrôleur que dans la machine réelle. Et en comparant les réponses simulées aux réponses réelles, nous pouvons remarquer certaines ressemblances, comme dans le premier scénario, cette première petite montée, suivie d'une convergence presque synchrone des deux courbes. Ainsi que dans le scénario numéro 2, nous trouvons comment la courbe orange converge très vite, tandis que la bleue la rejoint un peu plus tard. Il faut aussi savoir que le modèle n'est pas parfait, car certaines conditions, comme la position et l'orientation du col 2 au premier contact, n'ont pas pu être recréées, de même que la raideur de la trappe n'a pas été considérée dans les calculs. Cependant, une fois que la convergence est achevée, nous pouvons remarquer que les forces simulées sur chaque surface rejoignent toutes des valeurs proches de 80 newtons. Maintenant, afin d'analyser la stabilité du contrôleur et de trouver cette fameuse stratégie pour le réglage analytique des paramètres, nous analysons initialement un système à 1 degré de liberté représenté avec un contact de raideur KE. Donc, cet système, sa fonction de transfert en boucle fermée ici représentée, avec TR, le temps de cycle d'interface de calcul RSI, donc 4 millisecondes. Maintenant, considérant le produit de la raideur fois les carrés de la distance entre le pivot et le contact comme la raideur du système,
nous obtenons cette nouvelle expression de la fonction de transfert et en utilisant une valeur donnée de G et des outils numériques, nous pouvons calculer les paramètres d'admittance MDK pour que le système réponde d'une façon stable, rapide et sans dépassement des limites. Ensuite, pour une autre valeur de G, les paramètres d'admittance peuvent être récalculés en utilisant les précédents et en les multipliant par un coefficient entre le nouveau G et l'ancien. Ensuite, une analyse de la raideur de ce système G a été réalisée lors de l'avancement dans l'étape de contact du col avec la trappe. Par contre, chaque contrôleur, elle était considérée comme indépendant. Et il faut aussi remarquer que la réponse ou l'évolution de chaque raideur va évoluer différemment en fonction du scénario du contact. Donc, afin de garantir un comportement stable de notre MSAC pour les deux scénarios, nous allons calculer les paramètres d'admittance MDK en utilisant les gammes maximales de ce système, la raideur maximale du système. Cependant, pour que cette analyse ait de la validité, il est nécessaire de garantir le découplage entre ces contrôleurs. À cette fin, un observateur a été proposé. Donc, cet observateur va être capable d'estimer la contribution de chaque contrôleur à l'erreur des couples en entrée des autres contrôleurs, de façon à qu'elle ne soit pas prise en compte lors des calculs de la commande. Initialement, l'observateur prend en entrée l'erreur en couple ou en effort de chaque contrôleur. Ensuite, en utilisant les paramètres d'admittance de chacun et les modèles du contact simplifié, nous pouvons calculer les efforts générés au capteur d'effort provenant de la commande de chaque contrôleur. Après, ces efforts-là vont être projetés sur chaque repère de chaque contrôleur pour enfin calculer les coefficients entre un contrôleur X sur un référentiel Y et un contrôleur Y sur son même référentiel. Finalement, ces coefficients lambda seront utilisés pour modifier l'erreur sur l'effort à l'entrée de chaque contrôleur du M5. Les résultats obtenus en simulation en utilisant cet observateur et les jeux de paramètres calculés avec la raideur maximale du système montrent les réponses attendues déjà en termes de non-dépassement des efforts limites et aussi dans une réponse homogène en termes de temps de convergence sur les deux scénarios de contact. Et aussi, il faut remarquer que cette performance est meilleure par rapport à la performance donnée avec les paramètres réglés expérimental. Cette méthode analytique des réglages des paramètres ainsi que les modèles de contact simplifiés ont fait partie d'un article qu'on a soumis au Journal of Intelligence and Robotic Systems. Pour finir cette présentation, je ferai un résumé des conclusions ainsi que les perspectives pour chaque axe d'étude de cette thèse. En ce qui concerne initialement l'amélioration de la précision absolue des robots, il a été démontré que les méthodes de correction basées sur des capteurs sont plus flexibles dans sa mise en œuvre que les méthodes basées sur des modèles, ainsi que plus précis. De même, il a été démontré que la correction en ligne nous permet de corriger la position et l'orientation du robot au-dessous de sa répétitivité. En revanche, lorsque les efforts de contact sont impliqués dans les mouvements du robot, celles-ci peuvent affecter le comportement de la commande ou la précision attente. Une réalisation vis-à-vis de l'industrie, c'était l'intégration des mesures du laser tracker dans les contrôles en temps réel avec l'interface RSI. Cependant, la définition et le réglage analytique des paramètres de ces contrôleurs restent en perspective, comme dans la plupart des travaux dans la littérature. Concernant la mesure d'identification des objets de grandes dimensions dans l'espace, il a été démontré et surtout quantifié la dépendance de la méthode d'identification, la méthode classique d'identification TCP par rapport à la précision absolue des robots. Il a été aussi prouvé qu'en utilisant donc une moyenne de suivi externe, la méthode d'identification pouvait être améliorée en réduisant sa incertitude, sa précision de 10 fois, qui nous permet aussi de valider une seule orientation du robot pendant cette phase d'identification. Il a été aussi prouvé que le système garantit une précision de l'ordre ou inférieure à 15 centièmes de millimètre, et aussi les limites de cette méthode ont été illustrées. Ces limites sont liées principalement
à la précision ou répétabilité du robot, à l'incertitude des mesures du système et aux conditions de stabilité mécanique et de luminosité de l'environnement. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'opportunité d'implémenter cette méthode ou ce système de mesure dans la mesure du contour de la trappe et aussi une stratégie pour garantir la meilleure des précisions des mesures lorsqu'on perd les contacts entre le tracker et le TMAC reste aussi en perspective. Enfin, par rapport aux stratégies de mise en contact en automatique des pièces de grande dimension, nous avons proposé une nouvelle stratégie de contrôle en admittance qui a démontré être capable de garantir les conditions de mise en contact du col 2 avec la trappe. Cette stratégie a été aussi démontrée être répétable à partir d'une campagne de plusieurs tests. Et même si les réglages de ces paramètres initialement ont été faits expérimentalement, le réglage analytique a été démontré valide par simulation. Cette méthode analytique reste encore à tester sur la machine réelle sur des prochains travaux. De même que nous avons voulu faire une optimisation de ces paramètres en utilisant des outils d'intelligence artificielle ou aussi des estimations plus complexes utilisant pas que le retour des efforts, mais aussi la position en temps réel du robot. L'objectif étant donc de valider l'utilisation de ces contrôleurs pour des autres tâches d'assemblage impliquant des pièces plus complexes et plus flexibles. Finalement, je vous présente une synthèse de mes articles de conférence ainsi que l'article de journal. Disant cela, je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.